vaccination contre l'hépatite B à la naissance à Madagascar. Et c'est donc des données du programme NeoVac. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence. Alors, pardon. Comme vous le savez, l'OMS recommande la vaccination contre l'hépatite B à la naissance pour prévenir la transmission mère-enfant, mais la plupart des pays d'Afrique ne peuvent pas appliquer cette recommandation. Alors, le programme NeoVac, comme le disait Youssouké ce matin, c'est un programme pluridisciplinaire qui porte sur 3 pays, le Sénégal, le Burkina Faso et Madagascar, et dont l'objectif est de développer une stratégie de vaccination contre l'hépatite B dans les premières 24 heures de vie. Aujourd'hui, je vais vous présenter le volet anthropologique à Madagascar. Donc, le volet anthropologique a pour objectif d'évaluer la faisabilité de cette intervention de vaccination dans les premières 24 heures. Donc, quelques mots de contexte sur Madagascar. La plupart des accouchements sont pratiqués à domicile, plus de 60%, voire plus de 90% dans certaines zones. La prévalence de l'hépatite B est estimée à presque 7%, avec des zones où elle est estimée à 26%. Le vaccin contre l'hépatite B est actuellement intégré dans le vaccin pentavalent à partir de 6 semaines. Et la couverture vaccinale reste faible, puisqu'en 2012, moins de la moitié des enfants de 12 à 23 mois avaient bénéficié de tous les vaccins du programme élargi de vaccination. Donc, pour évaluer la faisabilité d'une intervention de vaccination à la naissance, nous avons étudié dans une approche anthropologique les recours aux soins des femmes au cours de la grossesse, pour l'accouchement et après la naissance, ainsi que les soins aux nouveau-nés, le rapport des mères et des grands-mères à la vaccination et les connaissances de l'hépatite B. Donc, on a mené un terrain ethnographique de 4 mois dans une commune située à 160 km à l'est de la capitale Antananarive. Et ce terrain a consisté vraiment à suivre 16 femmes enceintes au quotidien pendant 4 mois, et on a fait des entretiens semi-directifs avec ces femmes avant, pendant leur grossesse et après l'accouchement. Et on a observé aussi leurs accouchements. On a aussi pratiqué des entretiens semi-directifs auprès d'hommes, les conjoints, auprès d'accoucheuses traditionnelles, de grand-mères, de personnel de santé et des autorités de santé. Et on a observé des pratiques de soins comme les consultations prénatales et les séances de vaccination. Premier résultat concernant tout ce qui tourne autour de la naissance et des recours aux soins. On sait qu'on a pu mettre en évidence que les femmes ont quand même des contacts avec le système de soins au cours de leur grossesse, puisque 15 femmes sur 16 ont fait au moins une consultation prénatale. Et ça reflète aussi tout ce qu'on a pu observer dans d'autres régions de Madagascar. Mais la majorité ont accouché à domicile, 13 sur 16 femmes, et toutes les femmes enquêtées sont très réticentes à accoucher en centre de santé, par crainte du mauvais accueil du personnel de santé, par peur de subir une césarienne et par crainte aussi des coûts élevés liés à la prise en charge médicale en centre de santé. C'est des choses qu'on retrouve bien sûr dans beaucoup d'autres pays d'Afrique. Ce qu'on a observé aussi, c'est l'absence de consultation postnatale de routine, que ce soit pour la mère ou pour le nouveau-né. Et un fait important aussi, c'est que la mère et le nouveau-né doivent observer une période de confinement qui dure entre 1 semaine à 1 mois. Et donc, ils ne doivent pas sortir du lieu où la naissance a eu lieu, ceci afin de protéger la mère et le nouveau-né d'éventuelles maladies. Donc en général, la première sortie du nouveau-né se fait après 7 ou 8 jours. Et c'est donc à ce moment-là qu'on donne un nom au nouveau-né et que éventuellement la déclaration aux autorités, la déclaration de la naissance se fait aux autorités administratives quand il y a déclaration de naissance. Parce qu'il y a encore beaucoup d'enfants à Madagascar qui n'ont pas qui ne sont pas déclarés aux autorités administratives. Alors, deuxième résultat sur le rapport à la vaccination. En général, les mères et les grands-mères donc, qui s'occupent de la santé des enfants acceptent la vaccination, mais seulement à partir de 30 jours, car elles craignent les effets secondaires sur la santé du nouveau-né, qui est considéré comme très fragile, surtout au cours de la première semaine de vie. Et ce qu'on a observé aussi, c'est une forte incompréhension du nombre élevé d'injections pour les vaccins, en fait.
Un point positif, c'est une grande confiance envers les personnels de santé pour pratiquer les injections de vaccination. Et quand on a creusé un petit peu la question d'éventuellement de confier les injections à des agents communautaires, par exemple, là, par contre, les maires refuseraient que les injections soient pratiquées par d'autres personnes que des médecins, en fait. Un résultat important, c'est l'inexistence sociale de l'hépatite B. Donc, les populations ne connaissent pas l'hépatite B. Donc, non seulement elles ne connaissent pas le terme hépatite B, mais il n'existe pas dans les représentations locales de catégories diagnostiques qui correspondraient à l'hépatite B, même dans un autre nom. Donc ça, c'est vraiment problématique. Et même chez les professionnels de santé, on a vraiment décelé de très faibles connaissances sur l'hépatite B. Donc de toute façon, il n'y a pas de communication sur cette pathologie entre les médecins et les femmes, même au moment de la vaccination du pentavalent, par exemple. Les médecins vraiment évitent d'en parler, ils connaissent très peu. Enfin, un résultat important aussi, ce sont les obstacles logistiques et politiques à la mise en place d'une vaccination à la naissance, du fait de manque de moyens, y compris actuellement pour vacciner les enfants dans le cadre du vaccin pentavalent, de manque de ressources humaines et notamment de personnel de vaccination, et également une absence de volonté politique de lutter contre l'hépatite B, puisque l'État malgache est complètement débordé par d'autres problématiques comme le paludisme, la malnutrition, etc., etc. Pour conclure, donc, ce volet anthropologique a mis en évidence du coup que la vaccination à la naissance contre l'hépatite B n'était vraisemblablement pas réalisable à Madagascar, en tout cas dans notre zone d'étude et probablement dans tout le pays, du fait de certains aspects pratiques, comme le fait que les accouchements se pratiquent à domicile, que les naissances ne sont pas toujours déclarées, donc comment faire une vaccination à un nouveau-né qui n'est pas déclaré avant une semaine, voire un mois, voire plus. Et puis un décalage entre le calendrier des soins domestiques et le calendrier vaccinal. Certaines dimensions culturelles aussi font obstacle à cette mise en place d'une vaccination à la naissance, comme le fait que le nouveau-né est perçu comme trop petit, trop fragile, vulnérable aux effets secondaires de la vaccination, et qu'on donne une priorité au confinement par rapport aux soins biomédicaux. Il y a aussi de fortes incompréhensions ou manque de compréhension des priorités en matière de vaccination. On a vu l'incompréhension du nombre élevé de vaccins, l'effet que les mamans ne comprennent pas pourquoi il y a plusieurs vaccins et contre quelles maladies ils luttent. Et on a vu une méfiance à l'égard d'une stratégie avancée de vaccination qui se déroulerait en dehors des centres de santé. L'inexistence sociale de l'hépatite B et l'insuffisance des ressources médicales en termes d'intrants et de personnel qualifié constituent aussi des obstacles à cette intervention. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'en profite pour bien sûr remercier la Fondation Total qui finance ce projet, tous les collègues du programme Néovac et puis l'ensemble des personnes qui ont participé à l'étude. Merci beaucoup Dolores pour ces résultats très intéressants et je pense que ça souligne encore une fois l'importance de ce genre d'études anthropologiques avant qu'on mette en marche des programmes de santé dans ce genre de contexte. Un bon exemple à suivre. Des questions? Karine? Oh, il y en a d'autres bien sûr. Ouais. Allez-y, on a du temps. Excusez-moi. À partir de 16 entretiens sur 16 femmes, vous concluez que le projet n'est pas réalisable et ça ne va jamais être fait. C'est dommage. Oui, c'est très dommage. Je vous avoue qu'on a vraiment été... on a discuté pendant des mois avec le comité de pilotage de l'étude, donc Yusuke est ici, avec Muriel Vray, avec toute l'équipe. Et ça a été douloureux d'arriver à la conclusion que là, cette intervention n'allait pas être réalisable à Madagascar. Après, on n'arrête pas tout, évidemment. On a décidé d'essayer de creuser et d'essayer de comprendre pourquoi même le programme vaccinal actuel ne fonctionne pas. Pourquoi, en fait, même actuellement, les enfants n'arrivent pas à accéder à la vaccination du programme national, quoi. Donc, on va déjà essayer de creuser ces questions-là.
Et peut-être pour plus tard, essayer de faire quelque chose autour de cette intervention hépatite B, vaccination à la naissance. Mais c'est très, très, très compliqué, quoi. Puis évidemment, ça pose plein de questions éthiques. Comment expliquer aux mamans déjà, est-ce qu'on doit leur expliquer ce que c'est cette maladie, l'hépatite B, avec quels mots, comment leur faire admettre un vaccin dans les premières 24 heures, alors que normalement, dans les représentations locales, elles ne doivent pas sortir du lieu où elles accouchent et où vraiment le nouveau-né est très très fragile. C'est sûr que s'il y a un problème de santé après une vaccination, voilà, la population va penser que c'est lié à cette vaccination, quoi. Donc, enfin, ça a été douloureux d'aboutir à cette conclusion, mais on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Prochaine question. Voilà, oui. Karine? Oui. Oui, je suis là. Oui, pardon. Oui, j'ai 2 questions pour toi. La première fait un peu suite à ce que vient de dire Mojgane. Quelle est la position finalement donc, du ministère de la Santé par rapport à cette question de la vaccination et peut-être en perspective des résultats que tu viens de montrer? Et ma deuxième question a trait à la représentation culturelle de l'hépatite B, dont tu dis qu'elle n'existe pas en fait, mais, et qu'il n'y a pas de pathologie approchante qui permettrait d'aborder l'hépatite B, mais pourtant il doit bien y avoir des patients cirrhotiques, les gros ventres, les yeux jaunes, ça peut parler. Oui, alors pour la première question, en fait le ministère de la Santé a montré une très faible implication et un très faible intérêt dans ce projet. Et d'ailleurs au dernier comité de pilotage, ils étaient invités, ils ne sont pas venus. Alors c'est vrai qu'il y a eu l'épidémie de peste, etc. Mais même avant ça, enfin bon, il n'y a pas de volonté et puis c'est tout. Et pour les représentations culturelles, alors effectivement, il y a quand même un service qui prend en charge les patients hépatite B à Tana. Et les patients qui sont dépistés éventuellement en province sont envoyés dans ce service s'ils peuvent y accéder, quoi. Mais bon, pour cette question de symptômes qui seraient voilà, d'hépatite B qui pourraient être repérés et qui pourraient correspondre à une autre catégorie, en fait, on a posé la question aux gens. Et là, on retourne sur le terrain en ce moment avec des photos pour leur montrer, parce que ça ne leur parle pas du tout. Quand on dit gros ventre, yeux jaunes, alors les médecins parlent de jaunisse, voilà, mais c'est tout. Merci, on a encore 2 petites questions, allez-y. Merci pour cette présentation. En fait, question rapide. J'étais très intéressée parce qu'au Tchad, en fait, docteur Narassem du Tchad, et je travaille pour Expertise France, et du coup, nous avons un projet sur la santé maternelle là-bas. Et contrairement à ce qui se fait au Madagascar, je pense que les mères au Tchad vraiment sont sensibilisées. On fait le lien, c'est vrai, il y a les signes comme la jaunisse, mais nous faisons le lien aussi avec les voies de transmission du VIH. Et donc, ça les alerte et elles préfèrent donc s'engager là. Mais notre défi, en fait, c'est ce vaccin monovalent à la naissance qui est indisponible parce que le programme élargi de vaccination, en fait, c'est du pentavalent et ce n'est pas à la naissance qu'on le donne. Donc, ma question, c'est comment vous avez procédé? Parce que là, j'avais vu PEV, mais vous parlez aussi de la vaccination à la naissance. Donc, est-ce que vous avez à disposition ces vaccins monovalents? Comment vous avez fait? Merci. Non, mais on ne l'a pas fait, le vaccin monovalent, justement. Prochaine question. Merci beaucoup. Enfin, plus un commentaire qu'une question, c'est qu'en fait, on voit que ces femmes, elles ont toutes été bien suivies en prénatal finalement, et que du coup, il y a une fenêtre d'intervention en prénatal. Vous n'avez pas exploré un peu quelle pourrait être leur acceptabilité plus en prénatal d'intervention, de dépistage et d'être prise en charge pour l'hépatite B et la prévention de la transmission mère-enfant? Si, alors c'est vrai que cette fenêtre-là, voilà, dans le projet, on aimerait bien travailler là-dessus parce que c'est à ce moment-là finalement qu'on peut les sensibiliser, c'est vrai. Mais là, on est face à un problème de manque de personnel où voilà, les soignants sont complètement débordés par
par les femmes qui le voient pour les consultations prénatales. Et les consultations prénatales, c'est 3 minutes, quoi. Donc là, il faudrait vraiment former du personnel. Bon, c'est compliqué. Avec 7% de prévalence, ça vous peut-être... Oui, bien sûr, oui. Ouais, mais moi, je suis complètement d'accord. Hein. Après, le pays, franchement, c'est difficile de travailler là-bas et de faire des choses là-bas, quoi. Ok. Pour répondre à l'oratrice précédente, nous, c'est la Tchadienne qui parlait tout à l'heure, au Sénégal, la dose vaccinale naissance a été achetée parce qu'on a insisté, on a un comité consultatif pour la vaccination au Sénégal qui a été installé par l'OMS dans